Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Eh bien, aujourd'hui, nous avons la joie de rencontrer un diacre qui s'appelle Jacques Averbuch. Bonjour Jacques. Bonjour. Bienvenue. On est content de vous voir. Vous êtes diacre du diocèse de Nanterre. Voilà. C'est pas très très loin, mais merci d'être venu pour nous raconter un petit peu votre vie extraordinaire, parce que là, vous êtes là bon pied bon oeil à 93 ans. Oui. Voilà. Et demi. Ah, 93 ans et demi, ah oui, ça vieillit tout d'un coup, ça. Voilà. Et vous allez nous raconter la présence de Dieu dans votre vie régulière, mais avec des moments assez forts. On va en parler dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Eh bien, j'ai choisi, ça ne va pas vous étonner, une lettre de l'archevêque de Toulouse en août 42, qui est Monseigneur Saliège. Alors, je vous lis cette lettre. Oui. Bien chers frères, il y a une morale chrétienne, il y a une morale humaine qui impose des devoirs et reconnaît des droits. Ces devoirs et ces droits tiennent à la nature de l'homme. Ils viennent de Dieu. On peut les violer, il n'est au pouvoir d'aucun mortel de les supprimer. Que des enfants, des femmes, des hommes, des pères et des mères soient traités comme un vil troupeau, que les membres d'une même famille soient séparés les uns des autres et embarqués pour une destination inconnue. Il était réservé à notre temps de voir ce triste spectacle. Pourquoi le droit d'asile dans nos églises n'existe-t-il plus ? Pourquoi sommes-nous des vaincus ? Seigneur, ayez pitié de nous. Notre-Dame, priez pour la France. Dans notre diocèse, des scènes déchirantes ont eu lieu dans les camps de Noé et de Mécédédou. Les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux, contre des hommes, contre ces femmes, contre ces pères et ces mères de famille. Ils font partie du genre humain, ils sont nos frères comme tant d'autres. Un chrétien ne peut l'oublier. France, patrie bien-aimée, France qui porte dans toutes les consciences de tous tes enfants la tradition du respect de la personne humaine, France chevaleresque et généreuse, n'en doute pas, tu n'es pas responsable de ces horreurs. Recevez, mes bien chers frères, l'assurance de mon affectueux dévouement. Julien Géraud Saliège, archevêque de Toulouse, à lire en chaire le dimanche 23 août 1942. Alors 1942, évidemment, pour vous, ça sonne un peu spécialement. Vos parents sont d'origine Polonaise. Voilà, juifs polonaises. Juifs polonais, oui. Juifs polonaises. Maintenant, le pays qui s'appelait Kremenets, qui s'appelle Kremenets toujours, et qui est le pays de mes ancêtres, à la fin de la guerre, il y a une partie de la Pologne qui est passée en Ukraine. Oui. Donc maintenant, ce pays, cette ville se trouve en Ukraine. D'accord. Alors, vous êtes né en France. Je suis né à Paris, dans Paris. le 10e arrondissement. Voilà. Voilà. Dans des à temps, l'hôpital Lariboisière. dans des temps troublés. Bah oui. Dans des temps troublés. Votre père a été mobilisé pour la Seconde Guerre mondiale. Il a été, mais j'ai pas trop de détails là-dessus, mais il a été mobilisé. Voilà. À ce moment-là, je crois que vous êtes tout de suite, vous avez été envoyé rapidement à la campagne. À ce moment-là. Alors, pour vous expliquer, lorsque la guerre s'est déclarée en septembre 1939, les Parisiens fuyaient Paris. Et Paris, et papa a mis ma mère, ma sœur et moi-même, puisque mon frère n'était pas né, dans un train. Et après je ne sais combien d'heures de train, nous sommes retrouvés à Châteaubriand, en Loire-Atlantique. C'était Loire-Inférieure à ce moment-là, Loire-Atlantique, chez des gens qui avaient souhaité recevoir des gens qui venaient de Paris. Et cette famille s'appelait Roule. Et nous sommes restés là-bas jusqu'après la débâcle, quoi. Nous sommes rentrés à Paris à ce moment-là. Donc en 41 En 42. 42, pardon. Juin 42. En juin 42, vous rentrez. Voilà. Et là, il va se passer... Ah non, qu'est-ce que je dis ? Juin 41, oui. Juin 41, excusez-moi. En juin 41, et là, il va se passer
un petit peu après quelque chose de évidemment gravissime pour votre famille et qui a changé votre destin. Bien sûr. C'est la fameuse rafle du Veldiv. Alors moi, j'étais à l'école, ma sœur, bien sûr, aussi. Mhm. Alors, il faut que je vous dise tout de suite quelque chose de très important dans ma vie, c'est que ma sœur n'a pas la même mère que moi. Mhm. Mon père s'était marié, a eu ma sœur, et je pense qu'il y a eu de l'eau dans le gaz dès le départ parce qu'il l'a mis chez une nourrice à Noisy-le-Fuselier, où elle est restée 7 ans. Elle n'a D'accord. jamais connu sa mère. D'accord. Et au bout de 7 ans, mon père a connu ma mère à moi, et je suis né, et Paulette est revenue à la maison. D'accord. Donc elle est restée 7 ans chez cette nourrice, donc elle n'a jamais connu sa mère. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'en sais rien. Je saurai peut-être un jour. Alors ce qui s'est passé, en revanche, c'est quelque chose d'un petit peu bizarre avec cette rafle, c'est que vos parents se font attraper, Voilà, vous aussi. oui. Alors justement, si je vous ai parlé justement de ma sœur qui n'a pas la même mère que moi, je pense, j'en sais rien, mais je pense que c'est la raison pour laquelle je suis encore en vie actuellement. Parce qu'elle ne se trouvait pas sur la liste. Voilà, le 17 juillet 42, la rafle a eu lieu le 16 et 17 juillet 42. Oui. Le 17 juillet, à 5 heures du matin, ça tape à la maison. Nous habitions dans le 18e arrondissement de Paris. Et donc, se présentent deux agents en civil, monsieur, madame, dans l'ordre, Jacques, c'est moi, Marcel, mon frère, qui était né en Loire-Atlantique en 40. Habillez-vous, prenez quelques affaires et suivez-nous. Pas de mention de Paulette. Donc nous avons tous habillés, partis à pied. Paulette tenait mon petit frère qui avait 2 ans dans ses bras, elle suivait. Et nous nous sommes retrouvés en face de la mairie du 18e dans une école de filles, la rue du Montcenis, où ma sœur avait déjà arrêté en classe et qui était transformée en commandanture. Et là, nous voyons un Allemand qui était là. Et un des agents français dit, ben voilà, il y avait des autobus, je ne sais pas si vous connaissez ces anciens autobus qui attendaient. Il y a un des agents qui dit à l'Allemand, voilà, monsieur, madame, 2 enfants, qu'est-ce qu'on fait des enfants? Et l'Allemand répond, les enfants suivent les parents. Et à ce moment-là, il y a un des agents qui se ravise, quand même, oui, comme quoi, et qui dit, écoutez, il y a une jeune fille qui est là, qui est leur sœur, mais elle n'est pas sur les listes. L'Allemand a réfléchi quelques instants, il a dit, eh bien pour l'instant, laissez-les avec. Mes parents sont montés dans le bus. Excusez-moi, mais je ne les ai jamais revus. Mhm. Excusez-moi. Mais non. On est avec vous, on compatit toujours, à ce je souvenir. suis toujours présent comme c'était hier. Ah oui, les parents. Voilà. Il y en a un qui était au Veldiv et l'autre à Drancy. Ils Oui. ont même séparé. Et nous avons reçu une petite carte écrite à la main de l'un et de l'autre que j'ai donnée à mon frère, puisque c'est lui qui... Voilà. Mais c'est tout ce qu'on a reçu. Je sais simplement parce que comme les Allemands tenaient bien les choses, Oui. et puis la famille, il y a 4 ans, 5 ans, a été à Auschwitz. Je sais que le train est parti le 24 juillet 42, et c'était des trains à bestiaux, à marchandises. Oui. Je ne sais pas, ces pauvres gens, combien sont arrivés vivants là-bas. Oui. Voilà. Alors, et là, eh ben, ceux qui restaient sont passés en chambre à gaz. Et voilà. Aujourd'hui, vous avez donc 93 ans et demi. 80. Vous êtes là plein de vie. Ça se voit, Oui. ça rayonne. Quand même, quand vous repensez à ça, on voit bien que c'est encore présent, c'est normal, ce sont vos parents, et puis c'est le petit garçon qui n'a pas compris ce qui arrivait. Est-ce que, je pense tout de suite au pardon, hein, est-ce que vous avez pu pardonner Oh, ben moi, j'insiste beaucoup, voyez-vous. D'ailleurs, ce soir, je vais chez des amis qui reçoivent des fiancés. C'est tantôt un prêtre, tantôt moi qui suis diacre. Et le thème de cet après, c'est le pardon. Donc, je parle du pardon. Je crois énormément au pardon. Je n'ai aucune rancune dans mon cœur. Voilà. Et il y a eu un moment où vous avez senti que vous pardonniez, ou ça a toujours été...
Oh, ben, vous savez, pendant un certain temps, c'est resté enfoui. Oui. Bon, je suis venu après seulement, mais maintenant, je sais que je n'ai aucune rancune. Et voilà. Et puis, voyez-vous, comme je vous l'ai dit, ces agents français faisaient un sale boulot, Oui. mais c'est quand même lui qui a posé la Oui. question. Et l'Allemand, ben, c'est quand même grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Oui. Comme quoi, rien n'est ni blanc ni noir. Non. Voilà. Non. Et puis c'était un projet dans la main de Dieu, peut-être, Ouais, la je sais providence pas. qui a fait que c'est. Voilà, on ne sait pas. Alors la famille, il faut que je vous parle de cette famille dans laquelle qui nous avait recueillis en 40, Des catholiques. les catholiques. Alors, il y a eu 6 enfants, il y avait 4 garçons et 2 filles. Et sur les 4 garçons, il y en a 3 qui sont devenus prêtres. Ah oui, donc très catholique quand même. Ouais. Ah oui, oui, On peut dire ça. Même, oui. Oui, bon, je dirais pas plus que catholique, mais enfin, Vous voulez dire c'était des presque gens saint? pieux. Je sais pas, j'en sais rien. Il n'y a que Dieu qui sait si les gens Oui. sont saints, mais ils étaient des gens très pieux quand même. Hein. Voilà. Qui vous ont donné Donc, le goût de la foi chrétienne? alors des fois, attendez, quand mes parents sont partis, nous sommes rentrés à la maison, Oui. dans le 18e arrondissement. Oui. On habitait au 6e étage, sans ascenseur, mais à ce moment-là, je ne ferais pas des... Et donc, ma sœur, qui n'a pas perdu le nord, a envoyé un télégramme, puisque ça existait en ce temps-là, à la famille Roule, qui a répondu par retour, arrivé. Donc, Paulette a fait quelques valises. Et puis, elle a pris mon frère sous le bras. Il y avait 2 ans et demi, même Oh, pas. Et elle nous était sommes vraiment partis. dégourdie, hein? Et nous sommes partis. Oui, elle avait 19 ans. Nous sommes partis en étant une crainte quand même, mais prendre le train. Et on s'est retrouvés à Châteaubriand, voilà, dans cette famille qui nous a accueillis. Pendant combien de temps? Oh ben, nous sommes rentrés après en 46 simplement. Donc il y avait 2 filles dans cette famille. Il y en a une qui était assistante sociale, qui avait trouvé une pension dans un petit pays à côté de Châteaubriand pour mon frère, une nourrice dans laquelle elle l'a emmené. D'accord. Voilà. Alors dites-moi, racontez-nous, comment vous avez rencontré le Christ dans cette aventure? Ben, écoutez, dans cette famille qui nous a accueillis, dans laquelle je vous dis, il y aura 3 prêtres qui viendront. Je crois qu'il n'y en avait qu'un à ce moment-là, mais Yves, il était prisonnier en Allemagne. Et les 2 autres étaient séminaristes. Je pense que l'exemple de ces gens qui nous ont accueillis, qui risquaient, mais ils n'ont jamais été inquiétés. Pourtant, à Châteaubriand, il y a eu des gens qui ont été raflés. Oui. L'exemple de ces gens m'a incité à demander à m'instruire dans la religion catholique. Et le 22 décembre 42, entre 2 classes, j'ai été baptisé à l'église de Châteaubriand. Après, les années ont passé. Les années ont passé. Alors ma sœur, elle, quand même, quand elle était étudiante dans une école de commerce, et elle avait été entraînée par des camarades, et aussi elle avait décidé d'être chrétienne. Je vous dis un mystère quand même qui existe encore pour moi, c'est que je ne sais pas si ma sœur a été baptisée et quand. Elle disait toujours que c'est sa nourrice, parce qu'en ce temps-là, c'était plus large que maintenant, qui l'avait fait baptiser. Je n'ai aucune preuve. Voilà. Il y a des mystères dans la vie comme ça. Vous êtes diacre depuis un petit moment quand même? Oui, alors ma sœur était en relation avec des clarisses de Versailles. Oui. Et elle avait même fait les vœux les 3 vœux de pauvreté, obéissance et chasteté. Et tous les mois, elle allait passer une 8aine de jours à l'intérieur du monastère Et comme une des oblate Clarisses. ou Comment? comme un Non, Herzog elle avait été oblate, mais enfin, elle avait... Ah, c'est bête, je ne voulais pas apporter, c'est dommage. Elle avait une alliance de religieuse, puis la croix, le thé Oui, des franciscain. franciscains. Quoi.
Ouais. L'ancienne abbesse de Versailles, parce que Versailles, le monastère s'est terminé en 99, je crois, et l'ancienne abbesse maintenant est dans une maison de retraite à Versailles, et je la vois assez régulièrement et on se téléphone. Et vous, D'ailleurs, comment vous êtes devenu elle diacre? avait fait une lettre, d'ailleurs, que je pourrais vous montrer aux obsèques de ma sœur, qui est décédée euh, En le 2 2017? janvier 17. Comment vous êtes devenu diacre? Eh bien, écoutez, voilà, donc moi, bon, ah oui, faut vous dire aussi que j'ai été au séminaire. Euh, à Châteaubriand, j'avais rencontré un garçon qui faisait des colonies de vacances et qui était dans le séminaire de vocation tardive de Paris. Et je lui avais émis le désir de peut-être qu'un jour je deviendrais prêtre. Donc, en rentrant à Paris, il en a parlé à son supérieur, qui en a parlé au cardinal Suard. Et j'avais que 16 ans et demi. Oui. J'ai eu l'autorisation à 16 ans et demi d'entrer au séminaire des vocations tardives du diocèse de Paris, où je me suis retrouvé avec des hommes qui avaient 25, 30 ans. Moi, j'étais un tout petit jeune là-dedans. Voilà. Et ça a été un an. Et après, l'archevêque de Canal-Sueur avait acheté un château à Morsang-sur-Orge, qui est devenu, pendant un certain nombre d'années, le séminaire des vocations tardives du diocèse de Paris, où j'ai été 3 ans là-bas, avec comme supérieur Jacques Delarue, qui est devenu le premier évêque de Nanterre, et avec qui j'avais des relations très, très proches. Finalement, c'était pas votre vocation, la prêtrise? Alors, ensuite, je suis rentré au grand séminaire. Oui. Mais vous savez, autant c'était un peu libre au séminaire des vocations tardives, Oui. le grand séminaire en ce temps-là, dans les années 50, moi j'ai pris ça comme une prison. Hein, Oui. c'était plus les séminaires de maintenant. Oui. Hein. Donc j'avais des maux de tête, j'étais pas bien, et au bout de 3 ans, j'ai quitté. Voilà. Vous avez fait quoi dans la vie? Ah ben j'ai commencé, j'ai commencé comme manœuvre. Et puis après, j'ai fait de la comptabilité. Et alors, il faut que je raconte aussi ça, si on a le temps. Donc, ma sœur, à Châteaubriand, avait émis le désir de rentrer à Paris en 46, en fin 46, septembre 46. Et des amis justice lui avaient dit, pourquoi tu n'écrirais pas au journal La Jeunesse ouvrière à Paris, avenue sur Rosalie? Ce qu'elle a fait. Et ce qui n'arriverait plus maintenant, elle a reçu quelques jours après une lettre, alors qu'elle n'avait pas envoyé de photos, qu'elle n'avait rien envoyé du tout, une lettre lui disant j'ai besoin d'une secrétaire, arrivée. Bon. Donc on a pris le train, on avait. Alors, il faut que je vous dise aussi qu'en avril 44, et c'est un roman ma vie, il y a un avion américain qui a lâché des bombes sur Paris et j'ai une bombe qui est tombée sur mon immeuble. Il y a eu 36 morts, dont Oh. la concierge, ses 2 enfants. Le mari était prisonnier en Vous Allemagne. avez échappé 2 fois à la mort, alors? Lorsqu'il est revenu, il n'avait ni femme, ni maison, ni femme, ni enfant. Et Et moi, je suis là. c'est pas trop lourd à porter d'être encore là quand les siens sont partis? Est-ce qu'on se demande si on n'est pas un imposteur? Qu'est-ce qu'on a fait pour être là? Est-ce qu'on est meilleur que les autres? Bon, Ça vous a un peu travaillé la tête? peut-être, oui, mais enfin bon, Vous avez fini par accepter? j'ai accepté. Voilà. Alors, donc moi aussi, je rendais des services aux Clarisses de Versailles, et l'ancienne supérieure qui vit toujours, mais qui est dans le Nord, je crois, et qui a 104 ou 105 ans, me dit un jour, Jacques, pourquoi que tu ne deviendrais pas diacre? Alors, j'ai envoyé promener parce que j'avais déjà été au séminaire, et bon, bah, et puis, ça fait son chemin. Au bout d'un certain temps, j'ai demandé à mon curé de voir le responsable du diaconat sur le diocèse de Nanterre. Et puis, comme après une année de présélection et 4 ans après de formation, j'ai été ordonné diacre le 3 décembre 94 à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Boulogne. Est-ce que vous pourriez Et je nous, suis diacre. est-ce que vous pourriez nous partager ce qui fait aujourd'hui votre joie d'être diacre? Eh ben, ma joie d'être diacre, c'est le diacre, c'est pas un prêtre, hein.
il est là, il vit comme tout le monde et il est là au service des gens. Il est là, je dirais, pour rappeler, sans prétention, aux chrétiens que par le baptême, ils doivent se mettre au service les uns des autres. Je crois que le diacre, c'est comme quelqu'un qui est assis sur un tabouret à 3 pieds. Il y a la charité, il y a l'Eucharistie, et il y a, et la liturgie, disons, et la parole. Donc le diacre, selon ce qu'on lui demande et puis ce qu'il peut faire, et à ces trois caractéristiques. Alors après, vous avez des journées de 24 heures, hein, comme tout le monde, et quand on parle avec les gens, on voit bien que les gens ont rarement le temps de faire les choses parce qu'ils sont très pris un peu partout. Comment vous faites et comment vous avez fait pour pouvoir vous rendre disponible aux autres plutôt que de prendre le temps de rentrer chez vous, vous reposer, faire ce qui vous plaît, vos petites activités à vous? Comment vous avez trouvé cette force de peut-être vous mettre davantage au service des autres? Je ne me suis pas tellement posé de questions. Je crois que c'est venu naturellement. Je crois. Alors, j'ai commencé à faire de la comptabilité. Ensuite, alors voilà. Ah oui, faut que je vous ai dit, ma sœur était rentrée à Paris, enfin, elle travaillait à 46. Donc, on logeait dans des communautés religieuses. Bon, elle avait trouvé une pension pour mon frère. Et là, à la jeunesse ouvrière, elle a connu une dame qui était déjà secrétaire, qui s'appelait Simone Pernon, qui s'est mariée avec un monsieur Raymond, qui est devenu Simone Raymond. Si je vous explique ça, c'est parce que nous n'avions plus de logement, on n'avait plus rien. Monsieur Raymond m'avait prêté même des cravates, j'avais plus rien. Et il y a des anciens scouts, des routiers, dont certains étaient de Boulogne, qui vivaient chez papa-maman, un peu comme maintenant, mais qui s'étaient mariés, qui avaient des enfants, ils n'avaient pas de logement. Donc, ils sont mis sur un terrain au 14 rue de Sèvres à Boulogne. Et ces anciens scouts, ces routiers, ont acheté ce terrain, ont fait construire 100 logements. Et les gens se sont cooptés. Si je vous dis ça, c'est parce que la famille Raymond s'était mise sur cette option. Ils n'étaient pas scouts, ils étaient jossistes. Mais enfin, il y a quelques... Et donc, Paulette, qui avait reçu des dommages de guerre, s'est mis aussi sur ce projet du 14 rue de Sèvres à Boulogne, qui était une résidence un peu communautaire. Bien sûr, maintenant, beaucoup de gens sont décédés. Il ne reste que 4 ou 5 anciens comme moi, mais les logements maintenant se vendent. Mais enfin, il y a quand même un esprit d'entraide dans cette résidence. On approche de la fin de cette émission. Est-ce que vous pourriez me dire aujourd'hui comment vous vivez, on va dire, vos racines juives et votre réalité aussi de chrétien? Je ne renie pas mes origines. Vous savez, le cardinal Lustiger, lorsqu'il est décédé, a demandé que sur le parvis de Notre-Dame, on dise la prière des défunts pour les Juifs. Et je tiens qu'à mes obsèques aussi, on dise cette prière, car je reste au fond de moi-même, je suis quand même juif d'origine, et voilà. On arrive donc à la fin de cette émission. C'est le moment où je vais vous demander par 3 fois de me dire un chiffre qui correspond à une question courte qui elle-même attend une réponse courte. Je vous écoute entre 1 et 10. 3. Si vous pouviez revenir en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous? Je ne sais pas trop. Il est certain que si mes parents n'étaient pas partis, je ne serais pas chrétien. C'est pour ça que moi, j'accepte les gens tels qu'ils sont et je ne fais pas de prosélytisme, c'est tout. À nouveau, je vous écoute, entre 1 et 10. 6. Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière? D'abord, je dis l'office tous les jours et chez moi, je prie facilement. Je vous écoute. Alors, 9. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie? Oui, je crois que c'est l'action du Christ, on l'aperçoit très souvent, je dirais.
presque tous les jours. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et puis, merci d'avoir eu le courage de venir redonner votre témoignage parce que c'est encore tout chaud. Alors, je ne vous cache pas que c'est très douloureux pour moi. Mais c'est un Et témoignage que j'ai les larmes qui arrivent facilement. Quoi. Oui, mais c'est un témoignage de foi, un témoignage de pardon, et je crois qu'on en a vraiment besoin. Je crois que c'est le pardon avant tout. Et bonne poursuite. Merci de m'avoir accueilli. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver ce témoignage sur notre site www.ktotv.com. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent par le biais de la radio et des podcasts. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.